Ici Mathieu Dugal, vous écoutez la balado-diffusion de La Sphère, édition du 22 février 2014. Ici Mathieu Dugal, vous écoutez La Sphère. Aujourd'hui à l'émission, les limites d'une blague sur les réseaux sociaux, hacker le système de santé pour en diminuer les coûts et que vaut une amitié sur Facebook. Chère auditrice, cher auditeur, oui, vous aurez remarqué le singulier parce que je te parle à toi. Je te parle à toi. On est dans le personnel aujourd'hui à La Sphère. Bonjour et bienvenue dans votre émission de culture numérique sur ici Radio-Canada Première. Véronique Raymond, Martin Lessard, Fabien Lezac, bonjour à vous trois. Bonjour. Mathieu. Les actualités de la semaine s'en viennent, mais on va vous présenter aussi nos invités. Aujourd'hui, en fait, une partie des invités. Il y a Gabrielle Trépanier-Jobin, qui est postdoctorante au MIT Comparative Media Studies and Writing, qui va venir nous parler de parodies sur les réseaux sociaux, entre autres choses. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait la route de Boston pour venir nous parler. Eh oui. Pas juste pour nous, mais quand même, on l'apprécie. On l'apprécie. Et on a aussi Rosémée T. Morin. La particule est importante. Elle est recherchiste à Bazo.tv et elle tient avec sa collègue Catherine Desormeaux un Tumblr qui est très drôle, qui s'appelle Revue Capsule. On va vous expliquer de quoi il en retourne. Mais mettons qu'ils prennent des poses de vedettes de magazines à potins. C'est bien ça? Ça ressemble à ça, oui. Des magazines à potins québécois, surtout. Et vous recréez des belles poses et on a beaucoup de plaisir à regarder vos photos. J'imagine que vous en avez beaucoup aussi à les prendre. Hein? Oui, on a eu plusieurs fous rires parce qu'on choisit vraiment les plus belles poses, je pense. Oh oui, Celles qui nous font le plus d'honneur. Et on a une Julie Snyder aussi qui avait perdu 23 livres qui a fait l'objet d'une belle recréation. La seule photo de moi en bobette sur le web. Bientôt à La Sphère. Maintenant, on commence avec les actualités. Martin Lessard, c'est un chiffre. Les chiffres n'en finissent plus d'être astronomiques lorsqu'il est question de rachat de compagnies de haute technologie. Et là, cette semaine, c'est WhatsApp qui se fait racheter pour pas moins de... On dit entre 16 et 20 milliards, selon comment on calcule, mais $2 quand même, quelques milliards près. Pourquoi? Négligeable. Je vais prendre la différence. Alors, mercredi soir, ça a été annoncé, WhatsApp, c'est une des rares, sinon la seule application qui fonctionne à la fois sur les téléphones de base et les téléphones intelligents, donc il y a une certaine valeur. C'est un genre de SMS un peu évolué. La plus grande partie du monde en développement utilise des téléphones de base. Donc, au fond, ce que Facebook a gagné dans l'opération, c'est un accès à une masse de données incroyable sur des consommateurs de ces pays-là. C'est 450 millions d'utilisateurs quand même. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut calculer la valeur, en fait, du rachat. C'est que si on le ramène par nombre d'utilisateurs, ça revient à peu près à 40-42$ par utilisateur. Et on se rappelle qu'ils ont acheté Instagram 1 milliard il y a un an à peu près. Pour Instagram, ça revenait à $33 US par utilisateur. Donc, au fond, c'est juste à peine 20% plus cher par utilisateur. Donc, c'est pas, malgré le chiffre de 16 à 20 milliards de dollars comme achat total, c'est tout à fait, mettons, entre guillemets, respectable dans le cours actuel. L'ironie de la chose là-dedans, Martin Lessard, c'est aussi que cette compagnie-là, en fait, son marketing est fait sur le fait qu'on envoie des courriels et il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de publicité. D'ailleurs, le fondateur, il y avait un très bon article sur QZ cette semaine, le magazine d'économie sur Internet, qui montrait un mémo qui avait été attaché qui avait été mis dans les bureaux par le fondateur donc de cette compagnie-là, WhatsApp. Et le mémo, il y avait 3 choses. No ads, no games, no gimmick. 20 milliards, quand même. Hein? C'est ça que ça vaut aujourd'hui. Oui, puis je pense que c'est vraiment la base de données qui est derrière ça, puis la plateforme qui veut le racheter, et aussi barrer l'accès aux Asiatiques. Eh bien voilà, ça va être à suivre cette histoire-là. On va le faire ici, évidemment, à La Sphère à chaque semaine. Fabien Lezac, elle tweet sa mort en direct et il survit. Oui, quand même. Ouais. Tant mieux pour elle. Ouais. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire s'est accélérée cette semaine et même dans les dernières heures en Ukraine. Selon les dernières nouvelles, il y a le président ukrainien Viktor Yanukovych qui aurait quitté la capitale Kiev et l'opposition occuperait en ce moment les lieux de pouvoir. À ce propos, Slate a fait un article ce matin avec les photos qui commencent à circuler de sa villa pharaonique avec un zoo privé, un galion espagnol. Bref, la totale. Eh bien, jeudi dernier, au plus fort des événements, il y a Olesaya Zhukovskaya, une activiste ukrainienne de 21
21 ans, qui était aussi infirmière volontaire du côté des opposants ukrainiens, qui a tweeté un tweet complètement... d'une tristesse absolue. Hein. Je suis en train de mourir après avoir reçu un projectile. On pense que c'était une balle au cou. On sait qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent où on voit les forces de l'ordre ukrainiennes tirer à balles réelles. Alors le message, bien évidemment, il a été partagé plus de 6500 fois sur Twitter. Il a fait le tour de la planète. Il est devenu véritablement un symbole de cette révolte-là. Et en milieu d'après-midi, il y a plusieurs journalistes qui ont annoncé finalement que la militante était en vie, était en train de se remettre de ses blessures à l'hôpital. Et grand bien lui en face, hein, c'est quand même une histoire qui finit bien, mais il faut voir les photos. Allez voir ça sur Internet, faites Yanukovych Villa, vous allez voir. Ouais, même sur Twitter. Servez-vous du moteur de recherche dans Twitter, c'est parfait pour avoir ce genre d'informations. Yanukovych, et ça fait très Ceausescu. Hein. Oui, il y a un côté un peu parc d'attractions, un peu kitsch. Ouais. Il y a même un musée d'anciennes voitures, il y a un lac au milieu, il y a un zoo. Bon, bref, c'est la et un galion espagnol quand même. Peut-être un fan de Pirates des Caraïbes. Oh mon Dieu, oui. Ça serait chouette de ne pouvoir qu'en rire de ça. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas juste drôle. Maintenant, Véronique Raymond, c'est les bracelets Fitbit. D'ailleurs, vous en avez un. Ça participe donc de ce grand concept de la quantification de soi. Vous avez ça depuis quelque temps, hein? Oui, moi, ça fait 6 mois que je porte un Fitbit. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça compte tout ce que je fais, comme la qualité de mon sommeil, les pas que je fais. Cette version-là ne compte pas les escaliers, mais mon déplacement. Donc, l'effort physique et les calories que je brûle. Y passez-vous une bonne vie? Mais absolument. Ah oui, j'ai amélioré. Fitbit, ouais. En fait, j'ai amélioré ma moyenne d'heures dormies par nuit. Et j'ai perdu du poids. Et ce qui était mon objectif, sans me priver. Voilà. Et c'est grâce à ça que vous absolument. avez perdu c'est une ça. Combinaison. J'utilise ça, j'utilise MyFitnessPal, j'utilise aussi Sleep Cycle. Donc, c'est la combinaison des 3. Vous n'avez pas eu de réaction allergique? Non, parce que moi, j'utilise le Fitbit Flex. Et là, c'est le Fitbit Force. Et c'est ce qu'on apprend. Le Fitbit Force est retiré du marché à compter de maintenant. Vous ne pouvez plus l'acheter, même en ligne. Il y a plusieurs utilisateurs, en fait, 1,7% des utilisateurs qui se sont retrouvés avec, mais alors là, des plaques rouges immenses. Et la cause n'est pas encore identifiée. Il y a 3 coupables qui sont pointés du doigt. Il y a du nickel dans le nouveau Fitbit Flex. Il y a aussi une sorte de colle qui permet d'assembler le bracelet et le matériau lui-même du bracelet pourrait être responsable de ces réactions-là. Donc, ils ont décidé de mettre fin à ça. Si vous avez un Fitbit Force, vous pourrez le retourner. Malheureusement, pour l'instant, c'est disponible qu'en anglais, mais j'imagine que dans les prochaines heures, on aura l'information en français aussi. Et ça m'a rappelé que dernièrement, on a appris que le Google Glass aussi cause des réactions physiques. Alors, des maux de tête. Hein? Oui, des gros maux de tête à certains utilisateurs dès la première semaine parce que ça demande une concentration visuelle et un mouvement de l'œil qui n'est pas naturel. Oui, le focus change rapidement. Là. On doit, parce que c'est une petite vitre là, qui est comme dans le coin supérieur de l'œil. Qui est tout près de l'œil, donc on est en train d'ajuster constamment sa vue. Alors, ça soulève des questions par rapport aux objets connectés qu'on porte sur notre corps. On commence, c'est un monde inexploré. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact physique? J'ai comme l'impression qu'on va en entendre beaucoup des histoires comme ça au cours des prochaines années. Donc, on rappelle que le Fitbit Force a été rappelé pour cause de réactions allergiques. Voilà. Et voilà, petite histoire de la quantification de soi. Vous écoutez La Sphère. Gabrielle Trépanier-Jobin, vous êtes post-doctorante au MIT Comparative Media Studies and Writing. Vous vous intéressez à des aspects du féminisme et cette semaine, on a vu sortir sur les médias sociaux cette fameuse histoire. C'est un bar de Montréal, donc pris une photo d'une ardoise qui est dans la rue sur laquelle on trouve une blague qui va comme suit. Trouves-tu que ce mouchoir sent le chloroforme? Ça fait référence évidemment à toutes sortes de choses, des aventures pas très drôle, pas très jojo, que plusieurs femmes ont vécu dans des bars. Ce bar-là s'est fait comme prendre un peu en flagrant délit d'insensibilité envers ça. En tout cas, c'est ce que des gens qui en ont voulu à cette photo-là disaient. Pourtant, la parodie est partout sur les réseaux sociaux. Des fois, ça passe moins bien. Et dans ce cas précis-là, on voulait savoir pourquoi ça arrive que des histoires passent moins bien. Vous vous intéressez à ce statut-là de la parodie. Comment vous la définiriez, Gabrielle Trépanier-Jobin, la parodie?
Ben, la parodie, d'abord, faut comprendre que c'est une forme médiatique qui va s'en prendre surtout aux clichés, aux stéréotypes de genre médiatique, de genre filmique comme le western ou, dans le cas des jeux vidéo, de certains genres de jeux vidéo. Donc, c'est toujours une œuvre qui s'attaque au matériel médiatique, à des matériaux médiatiques et non pas au même titre que la satire à des politiciens ou à des événements réels. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Vous avez vu ça sortir, là, et il y a eu quand même une levée de bouclier. Bon, il y avait des gens qui défendaient, il faut le dire aussi, ce type d'humour-là. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire de voir les réactions qui ont été suscitées envers cette photo-là? Ben, je pense que c'est toujours délicat de faire des blagues sexistes sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, en grande partie parce que c'est des blagues qui sont complètement décontextualisées, contrairement à une œuvre parodique télévisuelle comme celle que j'ai étudiée dans le cadre de ma thèse doctorale, qui est Le cœur a ses raisons, où on a vraiment un contexte là, qui crée, dans le fond, qui va vraiment pointer vers la critique sociale, qui nous met dans le bain, si on veut. La photo qui a été publiée dans le cas de ce que tu nous parlais, ben, c'est vraiment décontextualisé. Ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe et ça s'inscrit pas vraiment dans une démarche critique globale. Et c'est à ce moment-là que les risques de mécompréhension sont plus élevés, les risques de susciter la controverse sont plus élevés parce que là, ça peut susciter toutes sortes d'interprétations. Là. D'une part, certains vont voir ça comme un moyen d'autodérision, de dédramatisation. D'autres vont interpréter ça carrément comme une façon de renforcer des stéréotypes sexistes ultra nuisibles. D'autres vont même voir ça comme une critique sociale hein, qui utilise l'ironie. Donc, dans le fond, dans le cas des blagues sexistes publiées sur Twitter ou sur Facebook, ben, c'est sûr qu'il y a des risques que l'ironie ne soit pas perçue comme telle. Les risques de créer la controverse sont plus importants en l'absence de ce contexte-là là, qui rendrait plus claire l'intention. On le sait que les jeux vidéo, il y en a beaucoup de stéréotypes sexistes dans les jeux vidéo. Bon, il n'y en a pas que là. Mais en quoi vous faites une différence? Parce que vous semblez en faire une, là, la différence entre... Bon, des stéréotypes qui existent au sein de jeux vidéo. On n'a qu'à penser, bon, l'espèce d'histoire que Mario va sauver une princesse. Déjà, en soi, il y en a un là-dedans. Mais il y a quand même une différence, selon vous, entre ça et une blague comme ça qui circule sans référence. Oui, bien, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de contexte. J'étudie beaucoup, moi, dans le cadre de mes recherches, des machinima parodiques. Ce sont des petits films d'animation 3D qui sont faits par des joueurs à l'intérieur même des jeux vidéo en utilisant les moteurs graphiques des jeux vidéo. Et là, bien, il y a vraiment une histoire avec un contexte et la musique. C'est quoi un machinima? Là? Je suis persuadé qu'il y a bien du monde là, qui entend le mot pour la première fois. Un machinima, en fait, c'est un petit film que l'internaute va réaliser en utilisant le point de vue à la première personne de son avatar. Donc, il va s'en servir pour filmer d'autres avatars qu'il met en scène et à rajouter par-dessus ça des dialogues, de la musique. Et parfois, ben, les internautes se servent de ce médium-là pour faire des parodies puisqu'on est carrément dans l'environnement du jeu. Donc, c'est facile de faire référence au jeu à ce moment-là. Et on peut changer le sens même du jeu vidéo en faisant ça. S'il y a un message qui est véhiculé, on peut carrément l'inverser pour faire une critique de ce même jeu-là. Effectivement, moi, c'est ce à quoi je m'intéresse. C'est surtout la manière dont les internautes peuvent se réapproprier les stéréotypes qui leur sont en quelque sorte imposés par les jeux vidéo, l'industrie du jeu, et les détourner de leur sens premier pour les critiquer. C'est sûr que parfois, ces parodies-là sont mal interprétées, encore une fois, et ces parodies-là comportent toujours le risque de consolider les stéréotypes auxquels ils s'attaquent, plutôt que de les renverser, de les subversir. Donc, la parodie est toujours un objet à double tranchant qui comporte des risques, un peu comme la blague sexiste qui a paru sur le réseau social. Oui, et c'est ça. Et c'est pour ça on trouvera pas nécessairement choquant de voir des femmes, on va le dire, pas mal niaiseuses, là, dans le cœur à ses raisons, mais on le sait. Il y a un contrat là, qui est établi, ce qui n'est pas le cas avec cette Exactement. image-là. Le contrat de lecture est clair dès le départ. On est dans un univers complètement déjanté où on se moque des stéréotypes hommes-femmes de soap opéra et tous les clichés des soap opéra. Donc, quand il y a une blague sexiste, on comprend que, dans le fond, ça ne fait pas l'apologie de ce sexisme, mais plutôt la dénonciation d'un certain sexisme là, qu'il pourrait y avoir dans d'autres médias. Mais dans le fond, ce qu'on a vu avec cette histoire-là, est-ce que c'est pas nécessairement un clash de culture? Parce que on le sait, le jeu vidéo en soi engendre
plein de sous-cultures, les réseaux sur Internet également. Et là, dans le fond, ce qu'on a vu, c'est des blagues qui circulent vraiment dans les deuxième et troisième sous-sols là, de l'Internet et qu'on voit arriver au grand jour. Et là, on a vraiment un clash de culture. Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Bien, je pense qu'on en a souvent parlé du fameux phénomène de l'anonymat, comment le fait qu'on se sente protégé en ligne parce qu'on utilise un pseudo au lieu d'utiliser notre nom va nous amener à faire des blagues plus facilement, des blagues sexistes qu'on ne ferait pas nécessairement si on était à la radio ou à la télévision. Donc, c'est sûr que la culture en ligne est différente à cet égard-là. Et aussi le fait qu'il n'y a pas vraiment d'intermédiaire entre l'auteur de la blague et le récepteur, le fait que, contrairement à une production comme Le cœur a ses raisons, où le producteur doit approuver chacune des étapes, chacun des dialogues dans l'émission, il va probablement dire des fois, bon, là, ça va trop loin, on devrait enlever cette ligne-là, ça va choquer certaines personnes. Dans le cas des réseaux sociaux, on n'a qu'un seul auteur qui devient responsable finalement de son message. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment que ces auteurs-là fassent plus attention à ce qu'ils vont écrire. Est-ce qu'ils vont écrire, mais en même temps, les gens qui les dénoncent, ces choses-là, et on pense à certaines blogueuses. Il y a Anita Sarkeesian qui a fait ça dans le cas du jeu vidéo, et aussi la française, le Marlar, là, c'est son nom d'avatar. Elles se font carrément menacer. Là. Alors, c'est quand même... Il y a des crispations là, du point de vue des gens qui se plaisent dans cet humour-là. Ah, absolument. Je pense que toute cette cyber-intimidation des féministes qui dénoncent les phénomènes sexistes en ligne, c'est vraiment la preuve là, que le discours féministe est encore, fait pas encore l'unanimité, se heurte encore à un mur d'incompréhension et à beaucoup parfois de la haine et de la colère. Il y a quelque chose là dans la culture en ligne, comme dans la culture hors ligne, mais dans la culture en ligne, ça s'exprime peut-être plus facilement. Qui touche une corde sensible, qui montre que le féminisme est encore fait encore pas l'unanimité comme certains peuvent le penser. Oui, et qu'il y a encore des combats à mener. En tout cas, c'est sûr que la question de la définition d'un bon ou d'un mauvais humour, on ne l'évacuera pas en une entrevue, mais effectivement, il faut quand même souligner que les gens qui dénoncent certaines choses se font... des femmes qui dénoncent ça se font souvent menacer de mort, là, on va le dire carrément. Effectivement. Ouais, carrément. Ouais. En tout cas, ça vous fait du pain sur la planche pour vos études. Je rappelle que vous êtes au postdoctorat au MIT. Gabrielle Trépanier-Jobin, vous travaillez donc dans le domaine des Comparative Media Studies and Writing. Vous retournez bientôt à Boston? Oui, la semaine prochaine, fort probablement, effectivement. Reprendre le travail... Ben, c'est bien. Écoutez, c'est chouette. Travailler à Boston, étudier à Boston. Il y a quand même pire pour un postdoctorant. Effectivement, on s'en plaint pas. Ben, c'était très intéressant de vous entendre. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Martin Lessard, le futur, c'est maintenant et le futur va de plus en plus vite. Ah, mais c'était même hier. C'était même hier. En fait, là, on vit dans le passé. Là. Pendant que je vous dis ça, oui, là, je vis dans les 3-4 secondes. Heures, là, mais là, on est dans les mêmes 3-4 secondes passées pendant qu'on se parle. Le projet Tango de Google, imaginez que vous êtes capable de reproduire en 3D une pièce dans laquelle vous vous trouvez, mais en quelques secondes. Effectivement, de cartographie de votre pièce. On en a déjà parlé ici. Il existe des technologies là-dessus. Mais là, la nouveauté, c'est que Google a annoncé son projet Tango, qui en fait des prototypes d'un nouveau téléphone Android expérimental qui va prêter à des développeurs pour qu'ils puissent exploiter ça. Puis ils ont comme 200 à prêter. Donc, ça vous tente d'aller faire un tour à chercher le projet Tango de Google. Puis vous allez pouvoir participer. Le projet, en fait, c'est plutôt le téléphone qui propose. C'est des capteurs qui vont suivre le mouvement, qui suivent notre mouvement, qui peut capturer la pièce, qui va filmer la pièce et la rendre en 3D très rapidement, et ça sur un téléphone bien ordinaire. Parce qu'en général, les technologies qu'on a, ils pompent pas beaucoup d'énergie, mais suffisamment d'énergie pour vider une batterie de cellulaire. À qui le dites-vous? Hein? Ah, c'est ça. Mais eux, ils réussissent avec à peu près à quelques centaines de milliwatts, comparativement, mettons, à quelque chose qui prend 1 watt d'habitude. Par exemple, la Kinect prend 1 watt pour pouvoir
filmer, pas filmer, mais capturer la pièce et la cartographier. Donc, c'est l'ennemi de la batterie de votre téléphone cellulaire en général, sauf que là, ils ont réussi à créer un système qui est beaucoup moins gourmand en énergie. Et c'est ça. L'année passée, on s'est dit, ça s'en vient, ça sera effectivement une technologie qui sera démocratisée, mais tout d'un coup, là, en 2014, ben voilà, ça pourrait être disponible très et là, rapidement. j'entends là, par la magie de la télépathie, plein de nos auditeurs qui se disent, ouais, Martin, à quoi ça sert, ça? Ben, OK, il y aurait peut-être la notion de pouvoir rentrer dans une pièce et pouvoir la cartographier, donc la décorer par après, ou pouvoir faire des jeux avec aussi. Et ça pourrait être aussi, et moi, ce que je vois, c'est que c'est plus pour le long terme. Au début, évidemment, on va s'amuser avec ça, ça ne sera pas tout à fait sérieux, mais c'est que l'idée derrière ça, c'est pour Google, c'est de pouvoir prévoir nos intentions. Imaginez que la machine peut savoir où est-ce qu'on est, dans quelle situation, dans quelle pièce qu'on est, et peut donc, encore plus précisément, comme Google Now, qui sait qu'on a un rendez-vous tout à l'heure, il va pouvoir dire, vous êtes dans telle pièce, n'oubliez pas de faire ceci, vous venez de serrer la main à quelqu'un, donc il y a un contrat, donc n'oubliez pas d'envoyer vos courriels de confirmation. Il pourrait, on s'imagine, on est pas mal loin encore de ça, mais on peut imaginer qu'on est en train de donner plus de poignes aux machines, aux objets connectés, pour pouvoir rentrer en interrelation avec nous. Et c'est ça qu'il faut voir dans cette innovation-là en ce moment. Il y a l'aspect ludique aussi là-dedans, parce que j'imagine qu'il y a plein de compagnies de jeux là, qui vont se dire, hey, wow, OK, on peut faire des first-person shooters, là, des tirs subjectifs directement chez vous. Je m'attends effectivement qu'on va voir ça apparaître en premier, mais ça va juste cartographier finalement lentement le monde entier, et ensuite les robots vont pouvoir ensuite s'insérer là-dedans en disant, mais maintenant, merci d'avoir cartographié le couloir, je me cognerai plus sur la poubelle. Oui, ou peut-être refaire Mario Bros chez vous avec les champignons. On saute au plafond puis on fait sortir les champignons. C'est un monde de possibilités. Et maintenant, on va parler de la cryptomanie. La cryptomanie. Intéressant. C'est un lapsus intéressant. De la crypto-monnaie, voilà, qui s'en va dans un monde très réel. Et ce monde s'appelle l'Islande. Oui, une expérience grandeur nature qui sort de l'ordinaire. Donc, la crypto-monnaie qui s'appelle Aurora Coin, qui est une monnaie basée sur le Litecoin, qui est une variante du Bitcoin. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les pièces ont déjà été pré-minées, donc elles sont déjà sorties, elles existent virtuellement, on peut appeler ça, et elles seront, tenez-vous bien, distribuées à toute la population de l'Islande à partir du 25 mars, donc dans à peu près un mois. Chacun des 330 000 habitants du pays vont recevoir 31 couronnes à peu près. Non, pas des couronnes. Non, des Aurora Coin qui a une valeur d'à peu près 200 €. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi, mais c'est une valeur encore abstraite parce que, au fond, c'est que... pourquoi ils ont choisi l'Islande? Parce que le secteur bancaire de l'Islande ne possède pas une très bonne réputation à cause des problèmes qu'on a connus, l'effondrement du secteur bancaire total en 2008. Les fondateurs d'Aurora Coin ont dit que les Islandais, depuis 5 ans, sont contraints par les banques. Ils ont posséder une devise étrangère assez compliquée. Ils ne sont pas libres d'investir dans des entreprises à l'étranger. En fait, c'est plutôt les investisseurs étrangers qui disent, ouais, mais est-ce que la couronne islandaise peut être convertie en dollars ou en euros par après? Donc, il y a comme une certaine crainte par rapport à ça. Et en s'émancipant, ils vont pouvoir avoir une monnaie numérique qu'ils vont pouvoir, comme quelque part, contrôler. Donc, c'est une première mondiale qu'un pays distribue des monnaies, des crypto-monnaies à toute sa population. Et c'est là que le truc, c'est pas le pays qui distribue ça, c'est une compagnie. Donc, il faut que les gens y prêtent intérêt, qu'ils aient le goût de le faire. Parce qu'au fond, tout est basé, comme n'importe quelle monnaie, sur la confiance. Et si on n'a pas confiance en cette Aurora Coin, mais ça ne marchera pas. Pour l'instant, le groupe qui est derrière ça est un peu plus obscur. Ça marche par des pseudonymes, mais c'est une compagnie qui est basée au Panama. Donc, je me méfierais. Moi, en tout cas, j'aurais des grandes réserves. D'en acheter. Mais retenez un peu, c'est l'idée de dire que tout d'un coup, le potentiel, la possibilité de pouvoir faire une forme de virtuel d'OPA sur une monnaie locale d'un petit pays est donc devenue comme possible. On pourrait imaginer que dans d'autres circonstances, avec plus de confiance, que ça réussisse. Et c'est ça qui est devenu possible grâce aux monnaies, aux crypto-monnaies. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que le cours de votre crédibilité, vous, Martin Lessard, est toujours très haut. On vous fait confiance, et ça va pas s'écrouler. Ça va pas s'écrouler, et on en est bien heureux. Merci beaucoup, Martin. Un plaisir.
Rosémie Témorin, bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueuse un peu par la bande. Vous avez créé votre blog, mais vous êtes surtout recherchiste à Bazo.tv avec votre collègue Catherine Desormeaux. Vous avez créé un Tumblr assez désopilant, merci, qui s'appelle la Revue Capsule. Vous recréez des photos de vedettes de magazines papier glacé. Oui. Comment c'est venu, ça, cette idée-là? En fait, Catherine et moi, on ne se connaissait pas avant Bazo, mais on a eu un coup de foudre amical immédiat autour de la table à dîner et surtout des revues à potins qu'on reçoit tous les jeudis. Et on s'amusait un peu à rire des mises en scène qui sont proposées aux lecteurs dans nos fabuleux magazines à potins. Et on a décidé de se prendre en photo en train d'imiter 2 stars académiciens et de la mettre sur Internet. Puis le succès a été relativement immédiat. Oui, belle réaction sur Facebook. Alors, on se retenait d'en faire une à chaque jour. Enfin, on a décidé d'en faire une à chaque semaine et un ami nous a proposé de faire un Tumblr, puis c'est là que c'est parti. Et donc, on parlait de parodie tout à l'heure, Gabrielle Trépanier-Jobin. Est-ce que ça, on est vraiment dans le domaine là, de la parodie? Ah oui, c'est tout à fait une performance parodique des pratiques corporelles qu'on voit sur les magazines québécois. On serait comme des mimes. Ouais, on peut voir ça comme ça, c'est bien. Et c'est une post-doctorante quand même qui vous dit ça, hein? C'est du solide. C'est potentiel subversif là-dedans. C'est ça du me solide. rend tellement heureuse d'entendre ça, du potentiel subversif dans le mime. Eh bien voilà, mais c'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs aujourd'hui. On vous invite au Compte est bon parce qu'on aime bien ce que vous faites un peu partout sur les réseaux sociaux. Merci. Et on demande évidemment dans cette partie-là de l'émission, c'est quoi vos pratiques de réseaux sociaux? Et vous êtes vraiment le caractère parfait là, pour être là-dessus. Là. Vous et Facebook, par exemple, c'est là pour durer. D'un point de vue personnel, parce que disons qu'avec Revue, c'est surtout un outil de promotion. D'un point de vue personnel, si on parle de Rosémie Morin et de Facebook, c'est intéressant comme perspective. Moi, j'ai décidé de me faire une espèce de représentation féministe de ma personne sur Facebook. Donc, j'en offre beaucoup plus que le lecteur en demande sur ma féminité. Et c'est ma façon de faire. C'est intéressant. Donc, c'est quelque chose que je dois mettre de côté avec Revue où on essaie d'être un peu plus raisonnable. Oui, mettons. et aussi, les photos sont très réalistes. Hein? Il n'y a pas de retouche là, sur vos photos. Non, là. c'est super important pour nous parce que on est des femmes, on est sujettes donc à tous ces changements qui sont faits sur le corps des vedettes représentées dans les médias québécois. Puis, comme tout le monde, je pense que ça nous touche quelque part. Donc, on met vraiment notre orgueil de côté dans Revue. Le nombre de doubles mentons qu'on a pu arborer dans nos photos depuis le mois d'août doit dépasser la vingtaine. Et ça en fait, hein? C'est oui, quoi? C'est 40 mentons? C'est 40 mentons et nous en sommes fiers, Oui, Mathieu. la libération du double menton. 40 mentons et nous en sommes fiers. Moi, je suis fier de travailler dans une émission où on peut entendre ce genre de déclaration. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a des choses que vous aimez beaucoup, des choses que vous aimez moins. Et évidemment, il y a toujours une représentation de soi. Hein? On se met en scène, mais ce que vous aimez pas, c'est les gens qui en mettent peut-être un petit peu trop et où il y a du mensonge par rapport à ce qu'on pourrait tellement contente afficher. que vous m'ameniez là-dessus. Donc, oui, présentement, je mène une bataille qui n'est pas raisonnable et surtout qui n'aura pas de fin contre ces gens que je ne connais pas, mais que je vous surveille, qui s'inventent des aptitudes dans leur bio Twitter. Donc, quand je tombe sur quelqu'un qui dit, par exemple, « Et nous n'avons rien contre l'UQAM », Catherine et moi sommes des diplômés de cette excellente université, mais des gens qui disent « Je suis étudiant à l'UQAM, animateur, chroniqueur, journaliste et styliste », ça me rend complètement folle parce que j'ai l'impression qu'ils me prennent pour une niaiseuse. J'ai Google, je suis recherchiste, je tape ton nom dans l'engin de recherche. Et tu as 20 ans. Tu as 20 ans et je constate que tu ne fais rien de tout ça. Et cette propension donc à s'inventer des métiers me rend folle. Ça me choque, puis ça devrait pas me choquer. Je comprends que c'est pas... Il n'y a pas de raison que ça m'affecte à ce point-là d'un point de vue personnel. Mais ça en dit quand même beaucoup sur le marketing de soi là, auquel participe. C'est le fake it till you make it, mais ça en devient risible. Il y a toujours une limite à s'inventer une vie. Ça me choque beaucoup. J'ai l'impression que ça diminue en plus mon métier parce que plusieurs de ces personnes-là se disent aussi recherchistes, comme si dans la vie, on pouvait être animateur, chroniqueur, recherchiste, styliste, journaliste et étudiant. Il y a ça en dit peut-être beaucoup sur où
va le métier, par exemple? Ça, c'est une autre chose. Oui. Ou surtout, qu'est-ce que les gens en pensent? C'est quoi être recherchiste pour ces gens-là? C'est quoi être animateur? Voilà. Et voilà, ça, c'est un point de réglé. Maintenant, une autre chose, vous en avez contre les gens qui s'en prennent à la hiérarchisation du souci. Oui, la hiérarchisation du souci, c'est qui est un concept intéressant. Il y a beaucoup de nouveaux concepts aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc oui, la hiérarchisation du souci, c'est-à-dire je ne peux pas chialer sur le budget parce que présentement, il y a Kiev. Moi, je peux parler de ce que je veux et c'est pas parce que je parle, par exemple, j'en discute avec votre recherchiste de la cafétéria de Radio-Canada ou de Télé-Québec, que je ne me soucie pas du tiers-monde. Mm-hmm. Mais présentement, il y a des espèces de bien-pensants ou pas, juste des gens qui décident de quoi je dois, moi, me préoccuper. Mm-hmm. Et ça me dérange un peu, comme si je ne pouvais pas avoir plus d'un souci ou comme s'il y en avait un qui... On dirait que sur Internet, chaque jour, on doit avoir un souci. Donc, aujourd'hui, je me préoccupe de l'homophobie. Demain, je me préoccuperai du tiers-monde et de la famine. Oui. Est-ce que je peux me préoccuper de tout ça et décider quand est-ce que quelque chose me dérange? Et voilà, aux gens qui s'en prennent à la hiérarchisation du souci. Mm-hmm. C'est ce Dixit Rosemée T. Morin. Et maintenant, on veut vos FF. On demande aux gens de nous faire des fleurs au compte, envers les comptes, en fait, d'envoyer des fleurs aux comptes qu'ils aiment. Et là, vous commencez en grand. En fait, c'est un doublon qui est votre premier FF. Jocelyn Chaput et Olivier Lessard. Oui, ce sont nos collaborateurs parce que Revue, on fait aussi une fois par mois une capsule web dans laquelle on reçoit une vedette qui se prête au jeu et qui refait une photo de Revue dans laquelle elle a eu l'air pas à son avantage, pour dire ça comme ça. Et donc, ces revues sont réalisées et montées par l'excellent Olivier Lessard, qui a un compte Instagram super intéressant où on voit les dessous de plusieurs tournages québécois. Et elles sont écrites par Jocelyn Chaput, qui est un auteur d'humour fort doué, qui a des initiatives sur Twitter, comme le compte Entendu chez Allaire, ou c'est des parodies de Watatata. Donc, il fait plein de belles choses. Donc, @Jocelyn Chaput sur Twitter et @Olilez, donc OLILEZZ, sur Instagram. Vos deux premiers FF. Maintenant, on va rester dans l'humour avec Thomas Levac. Thomas Levac est aussi un auteur d'humour que je n'ai jamais rencontré, mais pour qui j'ai une admiration sans borne. C'est-à-dire que je le stalkais sur Facebook avant que nous soyons amis pour pouvoir lire ses statuts. Et un jour, il a demandé mon amitié et depuis, je peux liker ouvertement tout ce qu'il écrit comme une plus grande fan. Donc, quelqu'un qui maîtrise bien le format, selon vous? Oui, il est hilarant et subversif. Il écrit lui aussi sur des choses qu'on ne souhaite pas nécessairement savoir, ce que je trouve fort intéressant. Vous n'êtes pas hypocondriaque, hein, vous? Je ne suis pas hypocondriaque, mais je m'intéresse quand je suis malade à Doctissimo. Qui a un compte Twitter. Oui. Et cette semaine, par exemple, on a pu en savoir plus sur l'infection urinaire. Puis ça, je pense que c'est toujours bien à avoir dans sa petite trousse à savoir. Et c'est votre troisième FF, si je comprends bien. Oui, parce qu'on voulait aller plus loin que Joël Martel et Jonathan Roberge, tout en les nommant ce que je viens de faire de façon exemplaire. Et voilà, ben écoutez, ça fait flèche de tout bois, c'est le moins qu'on puisse dire. @Doctissimo, si vous n'êtes pas hypocondriaque, allez-y, vous avez le droit. Ou si vous l'êtes. Non, on n'y va pas. Moi, j'y vais pas. Mais parfois, sur leur Twitter, ils sont plus rassurants que sur les forums. Non, c'est jamais rassurant. Okay. Tout ce que point doc, quand c'est pas un document, moi, je vais pas lire. Mais vous pouvez y aller. Ben, j'espère. C'est pas vous qui allez m'en empêcher. Non, mais je dis aux auditeurs, allez-y, si vous aimez ça. C'est le troisième FF de notre invité au Compte est bon cette semaine. C'est Rosemée Morin, qui est recherchiste à Bazo.tv et donc a créé avec sa collègue Catherine Desormeaux le Tumblr désopilant. Dixit Mathieu Dugal. Revue Capsule. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, le Zach. Oui. Qu'est-ce qu'on écoute là? Je peux pas vous le dire, Mathieu, parce qu'après, vous allez le télécharger. Je pourrais plus me dire que je suis une des seules personnes écoutées. On écoute Vex Rubin, Need More Followers. Need more Followers. Ouais. Et c'est, quelque chose qui revient souvent quand on est sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un graal pour bien des gens d'en avoir toujours plus. T'es sur Facebook. Qu'est-ce que les réseaux sociaux changent à l'amitié? Vous nous parlez d'un livre cette semaine qui s'intéresse à ça. Un livre d'Anne Dalsuet, qui est une philosophe qui est enseignante. Elle
s'intéresse aussi aux réseaux sociaux, mais aussi à l'éthique. Et son hypothèse, c'est que l'amitié est une porte d'entrée très intéressante pour comprendre la logique des cultures numériques. Alors, elle construit son argumentation de façon assez traditionnelle en opposant frontalement une définition classique et antique de l'amitié et sa définition contemporaine, l'amitié selon Aristote versus l'amitié selon Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est l'amitié classique? C'est d'abord une force, hein, c'est ce qu'elle nous dit. C'est une force d'attraction, comme quand je vous ai rencontré, Mathieu, par contre, qui s'éprouve dès la rencontre. Hein. Alors, elle nous en donne plusieurs caractéristiques. Premièrement, elle requiert la proximité physique. Hein. L'amitié nécessite l'expérience commune du quotidien, le partage d'un même territoire. Mm-hmm. Deuxièmement, l'amitié, elle s'inscrit dans un temps long. Elle nécessite du temps pour éclore, hein, pour s'épanouir. Les amis doivent avoir partagé des expériences communes, traverser des difficultés pour se faire confiance. Et puis l'amitié, elle engage. Hein. L'amitié, elle est unique, elle est vertueuse, elle est rare, elle est exceptionnelle. Elle ne peut lier qu'un petit nombre d'individus. Hein. Elle est engageante. Ça me rend heureux de savoir que vous pensez que notre amitié est aristotélicienne quand même. Oui, mais elle est entre les deux d'une certaine manière. J'ai pas envie de me prononcer non plus sur notre amitié, mais je pense qu'elle est entre les deux. Alors, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé à cette définition de l'amitié? Nous, on a une amitié, ce qui est né aussi à l'ère des réseaux sociaux, Mathieu. Eh bien, presque tout, hein, pour Anne Dalsuet. D'abord, la proximité physique. Le numérique et les réseaux sociaux sont habités d'une quête de la proximité où chaque individu doit être connecté aux autres, c'est-à-dire le plus proche possible. Mais c'est une connexion à distance, une fausse proximité, nous dit la philosophe. Et la connexion à distance, eh ben, elle n'aurait rien de comparable à une proximité physique réelle. Mm-hmm. Alors là, c'est un peu dommage, c'est que notre philosophe trouve cela si évident qu'elle oublie d'en donner des justifications. Pourquoi la présence numérique serait-elle plus pauvre que la présence physique? Deuxième temps, le temps long. Hein? Avec le numérique, l'amitié ne s'inscrit plus dans une temporalité longue. Tout est fait pour favoriser, multiplier les relations et les contacts éphémères. On devient ami en un clic. Et chose inconcevable pour les classiques, les demandes d'amitié arrivent parfois avant même qu'on ait rencontré les gens dans la vraie vie. Mm-hmm. Alors, pour Anne Dalsuet, elle dit « Les réseaux sociaux nous livrent à ce qu'elle appelle le régime de l'engagement sur le champ. Je deviens un ami en un clic. Je partage une cause sociale en un clic. Je signe une pétition en un clic. Tout est fait dans la seconde. » Et puis, troisième caractéristique, le caractère unique de l'amitié. Hein. La logique de l'engagement disparaît au profit de celle du contact. Hein. Vous savez, l'engagement est unique, c'est une sorte de pacte moral qu'on va lier avec les autres. Le pacte moral que j'ai lié avec vous, de rester fidèle à votre pensée. Et qui se développe sur le long terme. Exactement. Et le contact, lui, il est sériel, il est multiple, il est banal. On ajoute des amis en série. Donc, la logique du contact, c'est la logique du réseau et des nouveaux outils numériques. C'est une logique de croissance continue. Mm-hmm. On doit faire constamment croître sa communauté. Il faut multiplier les échanges, émettre des messages et on doit assurer, d'une certaine manière, notre omniprésence numérique en maintenant ce qu'elle appelle, et ça, je trouve que c'est un mot qui est très beau, un lien acoustique et visuel permanent avec les autres. Je fais du bruit, en gros, regardez-moi. Mm-hmm. Et enfin, la quantification. Hein, cette omniprésence numérique n'a rien de qualitatif pour elle, elle est complètement quantitative. Hein. Tout le système est conçu pour élargir indéfiniment nos relations, notre réseau. On ne parle plus d'amis, on parle d'un réseau, on fait du réseautage. Mm-hmm. Tout est prévu pour que nos relations numériques soient en croissance continue. Et d'ailleurs, le réseau, quand on va sur une page de quelqu'un, une page Facebook, ce qu'on voit, c'est le nombre d'amis et d'amitiés qu'elle a. Donc, pour résumer, Anne Dalsuet, hein, vous l'aurez compris, elle occupe une position un peu classique. Elle explique que nous sommes passés d'un régime de l'amitié à, tenez-vous bien, un régime de la socialité de masse. On a fait le choix de l'accès, hein, aux dépens de celui de la sélection critique. L'amitié classique était une force d'attraction, hein, vers un autre qui était particulier. Aujourd'hui, on est dans la compulsion du contact, une force d'attraction vers un autrui qui serait complètement généralisée. Moi, je suis un peu en contradiction avec cette thèse-là. Mais j'ai un peu l'impression que si vous aviez été son éditeur, vous lui auriez prodigué quelques conseils, notamment la nuance. La nuance et l'hybridation. L'hybridation, c'est que ces deux formes d'amitié, l'amitié et le contact, il n'y en a pas une qui a remplacé l'autre, c'est qu'elles se superposent. Et donc, c'est une position complètement classique, à mon sens. Et c'est souvent les traités de philosophie, je ne mets pas tous les philosophes dans le même panier, mais souvent, on a cette position un peu classique. On peut lâcher un peu Aristote, hein, je veux dire, on peut embrasser le Facebook relire aussi. Et le revisiter. Quoique l'un n'empêche pas l'autre. Oui, moi j'adore notre amitié. Ouais, ben écoutez, c'est réciproque. Et ça en fait plus, vous entendre. lui avez rajouté un adjectif aristotélicien que j'aime énormément. Alors, ça fait mon samedi. Merci Fabien Lozac. C'est moi qui vous remercie.
déclarations d'amitié. On va revenir sur le plancher des vaches. Devrait-on dire, Véronique Raymond, le plancher des post-it? Absolument, oui. Nous sommes dans le monde du post-it. En fait, j'aime beaucoup étaler ici mes échecs. Et c'est important de partager dans l'esprit Fail Camp. Alors, bon, moi, je suis du genre à faire des listes, à mettre des post-it partout. Puis à un moment donné, ça n'a juste plus aucun sens. Mais c'est le cas de bien des gens. Mais je peux trouver des post-it qui ont 4 ans. Puis j'arrive pas à le jeter parce que je me dis, oh mon Dieu, il y a encore quelque chose dessus que j'ai pas fait. Puis, alors, bon. Cette année, j'ai voulu m'inspirer un peu du livre L'art des listes de Dominique Lareau, dans lequel elle nous disait qu'on peut faire des listes pour éliminer. On peut faire de l'espace. Et elle citait Jules Verne qui dit « Un minimum bien employé suffit à tout ». Alors, je me suis mise à chercher l'application parfaite pour gérer mes listes. Et vous en avez trouvé quelques-unes. Moi, vous m'en avez fait découvrir une que j'ai rapidement effacée de mon téléphone parce que je voulais la taper. Mais on va commencer avant par... vous commencez avec Wunderlist. Oui, absolument. Alors, je vais vous en présenter 4, mais j'en ai vraiment sérieusement essayé à peu près 30. C'est assez traumatisant. Alors, la première que j'ai utilisée, Wunderlist. Bon, c'est intéressant. Elle est disponible pour iPad, elle est disponible pour Android. Il y a une version web en ligne. On peut assigner des tâches à des collaborateurs. Alors déjà là, il y a quelque chose, c'est inspirant. On peut mettre beaucoup de détails, des sous-tâches assez impressionnants quand même. Sauf que ça vous envoie plein de notifications. Puis évidemment, je suis rendue au point où quand j'ouvre mon iPad et que je vois que j'ai 27 notifications de Wunderlist, je fais juste... fermer le code. Ben oui, c'est ça. Puis ça nous fait stresser plus que d'autres choses. Exactement. Elle manque un peu de souplesse et de... Ben c'est ça, j'aimerais ça qu'elle me fasse des rappels quand je suis vraiment, vraiment en retard, mais pas quand je suis juste un peu en retard. C'est ça, mais il y a un côté très binaire là-dessus aussi. Exactement. Là. C'est soit on est dessus ou on n'est pas dessus. Là. Ouais. Exactement. Mais bon, c'est quand même une version qui est très intéressante et sérieusement, si vous retenez une chose aujourd'hui, je vous dirais que c'est la moins pire de toutes celles dont je vais parler. Donc, Wunderlist, ça s'écrit Wunderlist. Exact. Si vous voulez justement mettre un peu d'ordre dans vos tâches. Dans vos listes, et elle est disponible en français. Donc, ça aussi, c'est une belle qualité. Et vous n'aurez pas besoin de la version payante. La version gratuite va suffire à vos besoins, croyez-moi. Si vous n'êtes pas stressé après la version gratuite, il n'y a plus rien à faire avec vous. La prochaine application dont je vous parle, c'est celle que vous avez tant aimée, Mathieu. Oui. Carrot To Do. Alors, Carrot To Do, c'est une application mobile qui vous engueule. C'est essentiellement ça. C'est un bourreau. Alors, la première chose qu'elle vous dit quand vous l'ouvrez le matin, c'est « Bonjour, humain paresseux ». Et sans arrêt, elle vous dit « Je suis certaine que tu vas procrastiner. Je sais que tu vas échouer. »« Ah, t'as réussi à faire ça? Je pensais jamais que tu réussirais à comprendre ça avec ton cerveau. » Quand on appuie sur ces boutons, elle dit « Arrête de me poker. » Vraiment, là, elle nous engueule. C'est incroyable. Mais il y a un aspect ludification. C'est que quand on fait une tâche, ça nous donne des points et ça nous permet d'aller à un autre niveau. Et plus on avance dans les niveaux, plus il y a de fonctionnalités. Ça, c'est l'aspect intéressant, ça, parce que l'aspect récompense, là, quand on pose une bonne action dans notre utilisation du temps, là, c'est quand même à souligner. Oui, parce qu'il y a des gens pour qui juste cocher la liste, ça génère de la dopamine. Oui, Sans blague, il y a des études qui le prouvent. Il y a des gens pour qui il y a des bonnes hormones qui sont générées dans ce cas-là. Mais pas pour tout le monde. Alors, il y en a qui ont besoin de plus de stimulation et la ludification avec Carrot To Do fait ça. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle a une humeur. Alors, elle vous avertit le matin quand vous l'ouvrez. Aujourd'hui, là, je suis pas de bonne humeur. Et si elle trouve que vous êtes trop en retard et que vous accumulez les mauvais comportements, là, vraiment, là, elle vient noire. Avec du rouge, elle est fâchée. Donc, c'est vraiment une application qui a des émotions. Mais est-ce que ça peut vraiment servir à des gens, ce type d'application-là? Ça fonctionne pour les gens dont l'ego va réagir à l'idée de se faire engueuler par la machine, qui vont avoir un sens compétitif, qui vont vouloir combattre la machine. Mais pour d'autres, ça va générer une angoisse incroyable. Si vous vous sentez déjà coupable d'être en retard, téléchargez même pas Carrot To Do. Mais je veux dire, en général, ces applications-là, est-ce que ça vaut la peine? Ben, moi, il y a certaines applications que j'utilise, oui, de façon très régulière. Par exemple, Good Habits, qui, moi, m'a permis d'améliorer des choses. Parce que tous les jours, je dois aller cocher que je l'ai fait. Donc, pour moi, ça fonctionne, mais elle m'engueule pas. Elle fait juste me rappeler à 11h le matin. Oublie pas que tous les jours, tu dois faire tel truc et tous les lundis, tu dois aller au gym. Oui, c'est ça. Mais ça dépend des vies qu'on mène. Là. Il y a des gens dont les horaires sont plus fixes et où c'est peut-être plus facile à faire quand on est travailleur autonome. Oui, c'est plus variable. Mais c'est aussi souvent un outil qui permet d'instaurer une habitude parce qu'une habitude, c'est 21 jours avant que ça arrive. Alors, on a besoin parfois d'une béquille pendant ces 21 jours-là pour arriver 21 jours? Oui, c'est 21 pas 19, jours. Non, c'est 21 jours.
c'est 3 semaines. Si pendant 3 semaines, vous faites quelque chose, normalement, ça devient intégré. Donc, l'application peut vous aider à faire ça. Ça, c'est un fait. Ben Un voilà, autre oui. à éviter. Remember the Milk. Retenez que cela. C'est pas bon? Non, Remember the Milk se synchronise aux 24 heures. Je vois pas comment quelqu'un peut utiliser une application qui est supposée te dire ce que tu vas faire dans la prochaine heure si elle n'est pas synchronisée. Et ben voilà. Ça aurait peut-être fallu le dire aux développeurs lorsqu'ils l'ont écrite, cette application-là. Évidemment, on met ça sur notre site radio-canada/la sphère et vous allez avoir tous les liens Ainsi vers que ces Evernote, applications et c'est testé pour vous par Véronique Raymond. Manifestement, vous êtes vraiment branchés. C'est le Fitbit et les applications, ça vous sort par les oreilles. Absolument. Merci Véronique. Luc Sirois, cofondateur de Hacking Health. Avez-vous des applications comme ça, vous? Écoute, il y a des applications qui rappellent aux professionnels de la santé, aux patients, quoi faire pour rester en forme, quoi faire pour garder le rythme de leur plan de traitement, pour prendre leur médication. Il y a beaucoup d'applications qui peuvent aider les gens à rester en santé. Mais il faut les créer et il faut qu'elles soient créées aussi dans un mode collaboratif. Et c'est d'ailleurs ça pourquoi on vous invite aujourd'hui, Luc Sirois, parce qu'actuellement, l'hôpital Sainte-Justine est pris d'assaut par des experts en technologie. Ils sont des centaines à collaborer dans un événement qui est une première mondiale. En fait, ça a été créé ici à Montréal, le Hacking Health. Et donc, ces gens-là viennent jaser. Qu'est-ce qui va sortir de ça là, demain? Hey, Mathieu, ils viennent plus que jaser. Il y a des centaines de développeurs d'applications mobiles, il y a des centaines de designers qui viennent s'attrouper autour des professionnels de la santé et des patients à Sainte-Justine pour fabriquer des applications. Donc, les professionnels de la santé, ce sont eux qui vivent, sont sur le terrain, ce sont eux qui vivent le quotidien et ils savent mieux que personne comment régler les situations et ils exposent ça le vendredi soir à cette centaine de développeurs-là qui s'attroupent autour d'eux, créent des équipes et vont donc bâtir des solutions numériques pendant tout le week-end pour les montrer demain, les démontrer et faire un changement dans la vie de ces professionnels-là. C'est intéressant parce qu'on sait que dans le monde de la muséologie, par exemple, l'expérience existe. Là, il y a l'expérience Muséomix là, qui met en relation des programmeurs avec des gens qui visitent, des visiteurs de musées, tout simplement. Mais dans le monde de la santé, c'est quand même... les conséquences peuvent être quand même plus dramatiques là, quand on a une bonne ou une mauvaise application. À quoi ça peut servir, justement? D'où l'important, c'est dans l'application, dans le domaine de la santé, l'approche, elle est particulière parce qu'elle met au cœur de l'approche les infirmières, physiothérapeutes, médecins, orthophonistes, les travailleurs sociaux qui, eux, savent exactement ce dont ils ont besoin. Donc, qu'est-ce que ça peut être, par exemple, une application pour aider les enfants à vivre passer au travers de leurs 2 heures de traitement quotidien en fibrose kystique. Des applications pour aider les patients qui arrivent à l'hôpital pour les guider au travers des différentes salles, au travers des différents étages. Des applications pour leur donner aux enfants des jeux ou des simulateurs pour leur apprendre à utiliser leur chaise roulante. Il y a toutes sortes d'applications comme ça et toutes sortes de situations auxquelles les geeks, nous, les gens techno, on ne pense pas, mais qui sont des besoins réels. Okay, mais pourquoi? Mais c'est pas relié au système de l'hôpital en soi, ça reste indépendant alors. C'est parce que... C'est certain. En 48 heures, on ne peut pas changer le système dans son ensemble, mais il y a plein de choses en périphérie qui sont accessibles et qui doivent être faites à plus long terme. Les gens comme les gens de Sainte-Justine, où se passe l'événement, sont des gens qui disent, regardez, on va prioriser, on va implanter les meilleures solutions, on va mesurer leur impact et on va s'assurer qu'elles soient bien intégrées à tout le reste. Là. Mais pourquoi le Hacking Health permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire nécessairement autrement? Parce que, je veux dire, les développeurs sont là pareil, même s'il n'y a pas d'événement. Qu'est-ce que ça permet de faire de plus d'avoir... Les développeurs veulent vraiment s'impliquer dans des causes qui ont un sens pour eux. Il y a toute une communauté créative à Montréal, des gens qui sont des gens des innovateurs qui veulent faire une différence. Puis de s'impliquer en santé, pour eux, c'est une façon extraordinaire d'avoir un impact dans la société. Ce monde-là de la santé n'est pas particulièrement ouvert aux développeurs, aux hackers. Et donc, un événement comme ça, Hacking Health, ça leur
ouvre les portes. Les gens de la santé s'ouvrent et rouvrent rouvrent les portes, les murs. On envahit de partout pour pouvoir aller les aider. C'est ça que ça donne, je Mais pense. est-ce que ça peut avoir aussi comme effet que des applications peuvent avoir plus de facilité à entrer dans le fonctionnement d'une institution quand même qui est relative? On sait que c'est pas facile de faire bouger là, des institutions de la c'est une santé. bonne question. Est-ce que ça peut avoir des changements dans les pratiques de gestion, par exemple? Oui, parce que ce sont des praticiens, donc des cliniciens eux-mêmes qui font la demande de l'application. Là, lundi matin, ils retournent dans leur clinique avec l'application dans les mains et peuvent donc la mettre en pratique. Mais c'est pas des produits finis, là, quand même. C'est des prototypes, c'est des premières ébauches. Et dans le fond, un hackathon, c'est un début plus qu'une fin, parce que c'est le début d'un changement et ça donne une image très claire de ce que la solution peut être. Tout à l'heure, au début de l'émission, j'ai annoncé en manchette que c'était une manière d'hacker le système pour éventuellement diminuer les coûts. Est-ce que je me suis un peu énervé? Pour des gens comme Sainte-Justine, il y a plusieurs objectifs. Le premier, d'abord, c'est vraiment de faire sortir tous les constats de l'intérieur. Donc, d'identifier toutes les situations où on peut améliorer les choses, on peut faciliter la vie des cliniciens, mais on peut aussi faciliter la relation avec les patients, faciliter la vie des patients. Donc, ça fluidifie le fonctionnement du système de santé. Et en fluidifiant, on arrive aussi à pouvoir réduire les coûts, rendre le tout plus efficace. Les gens de Sainte-Justine nous expliquaient comment, systématiquement, les études ont bien démontré comment le temps de l'infirmière, il y a 15 % du temps des infirmières qui est perdu à toutes sortes de tâches administratives, à des va-et-vient et tout ça, et des situations comme ça qui peuvent être corrigées avec la technologie et qui peuvent évidemment sauver des coûts ou améliorer la qualité des traitements. Et ça marche, on pourrait dire ça marche tempête. Là. Vous gérez des refus là, actuellement. C'est le plus grand hackathon santé jamais réalisé au monde. Oui, ça a été créé ici à Montréal, à la Maison Sauvée, il y a 2 ans. Puis là, avec 600 personnes qui se sont inscrites, on a eu beaucoup de difficultés à gérer où les mettre. Et pour avoir vécu l'expérience Muséomix, là, j'essaie de voir comment on peut transposer ça dans un hôpital. Et j'imagine que ça doit vraiment bourdonner et qu'il doit y avoir vraiment une espèce d'atmosphère incroyable. Un raz-de-marée de gens innovants, de créatifs. On était hier au HEC Montréal où tout le monde a présenté leurs idées. Il y en a une 60aine d'idées qui ont été présentées. Et là, il y avait des gens partout. Et là, ce matin, le rendez-vous, c'était dans les murs de Sainte-Justine. Et puis, ils sont partout. On vous laisse y retourner, Luc Sirois. Vous êtes cofondateur de Hacking Health et ça se déroule actuellement donc, à l'hôpital Sainte-Justine. Bien hâte de voir ce qui va sortir de cette pépinière de gens qui se rencontrent et qui n'auraient pas dû se rencontrer en temps normal. C'est un peu ça l'idée. Au monde entier ce dont Montréal est capable. Voilà, on a bien hâte de voir les résultats de ça. Merci beaucoup d'être venu ici à l'émission. On vous laisse retourner à Sainte-Justine pour la finale de ça. Et nous, on se revoit samedi prochain, 13h, ici Mathieu Dugal. Merci beaucoup. Bye-bye.